Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast! Je me présente, Gabrielle Caron, en compagnie de mon amie, co-animatrice et historienne et qui a l'air tannante aujourd'hui. C'est la neige! Bonjour! Je suis comme les enfants. C'est la première neige alors qu'on enregistre de la saison. C'est tout blanc chez moi. Alors je pense qu'il y a un petit côté enfantin. Ah! Écoute, nous autres ici, il pleut à Sio. Fait que merveilleux. Ah non, ici c'est blanc, c'est ça. Il y a quand même quelque chose quand tu ouvres les panneaux ou les rideaux. Moi, c'est des panneaux dans ma chambre le matin. Puis c'est comme ah! Ça y est, il y a un tapis blanc et il y a comme une lumière qui est particulière qui vient avec la neige. Et voilà, j'ai peut-être cette petite fébrilité. Ben en tout cas, j'espère que tu vas garder ton sourire tout le long de l'épisode parce qu'aujourd'hui, on a un sujet vraiment lourd. Dégueu! Aujourd'hui, Evelyne, on va parler de la peste. Ça fait longtemps que tu veux faire ça, alors oui, et on va voir, oserais-je dire du plaisir, ce sera à vous de décider quand vous allez l'écouter. Je ne vous conseille pas de l'écouter en déjeunant ou en dînant. Mieux vaut ne pas être en train de manger, en fait, en écoutant cet épisode. Mais oui, la peste, moi, ça fait super longtemps que je veux en parler. Puis à chaque fois, tu me regardes avec des yeux comme « Ah ouais, tu veux parler de ça? » Mais oui, j'ai envie de parler de la peste parce que, tu sais, j'ai lu énormément de romans historiques et tout, puis il y en a beaucoup qui se passent sur fond de peste. Tu sais, avant la peste, après la peste, pendant, et c'était à en fait, il y a eu plusieurs épidémies. Plusieurs pestes, exactement, oui. Mais à chaque fois, j'ai l'impression, à chaque fois, en fait, dans l'ancien temps, entre guillemets, c'était interprété comme un châtiment divin, tu sais, parce que on comprenait pas d'où ça venait, on comprenait pas qu'est-ce que c'était. À certains moments, là, ils ont commencé à comprendre la contagion. C'est arrivé tard. Et moi, la peste, il y a rien qui me fait plus peur que ça. Je trouve que c'est comme la maladie la plus angoissante au monde parce que ça a l'air de se propager super vite, ça a l'air d'être ultra douloureux et que tu peux rien faire. Un coup que tu l'as, tu meurs et c'est tout. Puis aujourd'hui quand même, elle est traitable. Tu sais qu'il y a des alpinistes américains qui l'ont eu dans les dernières années puis ont pu être traités. Non. Oui, elle existe encore. En fait, il existe plusieurs bacilles de la peste, mais oui, il y a des alpinistes, j'ai pas les dates, mais américains, il y a quelques années qui en escalade, on sait pas trop dans quelles circonstances, probablement qui ont été piqués par un insecte, qui ont eu la peste et qui ont été soignés. On peut avoir la peste aujourd'hui? Moi, je pensais que c'était fini. Ben non, mais il existe plusieurs types de peste aussi, de la manière dont ça peut se propager. La plus dangereuse, celle qui ne peut pas se propager d'une personne à l'autre parce qu'elle est trop rapide, c'est celle qui est pulmonaire, qui est donc pas celle dont on va parler aujourd'hui. Quelques heures, tu meurs, donc les chances que tu puisses la retransmettre à quelqu'un sont à peu près impossibles. Et la peste existe encore dans la nature. Je savais même pas, je pensais que c'était juste en laboratoire puis que c'était juste la prémisse pour tous les films d'horreur qui existent sur la planète. Ah, mais les cas qui ont été recensés, là, je me rappelle les alpinistes américains, mais c'est souvent dans des circonstances où les gens sont vraiment isolés en nature, justement, puis sont en montagne, ou ils sont dans des lieux qui sont peu fréquentés, puis là, pour une raison X, ils se font piquer, puis ils ont une variante, en fait, de ce qu'on appelle la peste aujourd'hui. Ils font de la fièvre, mais ils se rendent pas à, mettons, des bubons dont on va parler aujourd'hui, parce que nous, on va parler de la peste bubonique. Écoute, ce sujet-là, j'avoue que je sais pas par où le prendre. Je sais comme pas par où commencer. Y a-tu une épidémie de peste en particulier qui est plus marquante que les autres? Il y en a une qui a décimé, genre, toute l'Europe. Ben, le tiers. On parle de au moins 20-25 millions de personnes. Donc, oui, ce qu'on appelle la peste noire ou la grande peste, celle qui, effectivement, va décimer le plus de personnes, c'est la peste médiévale entre 1346-47, où elle commence à faire son arrivée dans les ports, et où là, ça va avancer très vite à chaque jour jusqu'en 1352. Il n'y a pas un pays d'Europe qui ne sera pas affecté, il n'y a pas une famille qui ne connaîtra pas quelqu'un quelque part qui est décédé de la peste. Ça va avoir des répercussions énormes sur l'hygiène. En fait,
la dégradation de l'hygiène, on en a déjà parlé un petit peu, tu sais, la fin des bains publics et tout ça au Moyen-Âge, c'est dû à la peste parce qu'on va avoir peur de l'eau. Il y a plein de choses qui vont découler de ça, mais on estime que, bon, la population de l'Europe occidentale, quand on est au 14e siècle, c'est quelque chose comme 80 millions de personnes, et on estime qu'il y a au moins 20 millions de personnes qui sont mortes entre 1347 et 1352. C'est énorme. Donc, on parle de pas mal du tiers de la population à cette époque-là. Fait que c'est de celle-là dont on parle parce que c'est la plus marquante, bien qu'il va y avoir des ressurgescences un petit peu plus tard, résurgences, pardon, un peu plus tard, qui vont arriver, là, des fois ciblées plus en Angleterre ou en Italie, qui vont arriver au 16e, 17e siècle aussi. Et on va réussir à la comprendre, à l'identifier scientifiquement seulement à la fin du 19e siècle, où là, on va comprendre exactement qu'est-ce que c'est quoi le bacille de la peste, on va l'identifier en laboratoire, et c'est comme ça qu'on va mieux comprendre que c'est probablement les puces qui sont responsables du transport, en fait, de cette maladie-là. Donc, c'est en se faisant piquer qu'on va l'attraper. On parle beaucoup, évidemment, là, de l'Europe, mais la peste, elle s'est pas limitée à l'Europe. Là. Est-ce qu'il y a eu des épidémies ailleurs? Ben, en fait, dans l'Antiquité, tu as eu, même si on sait aujourd'hui que c'était probablement plus une variole, on parle de peste antonine à l'époque de Marc Aurèle, il y a eu une grosse épidémie, en fait, en Égypte, et on va en avoir une qu'on appelle la peste justinienne, qui arrive plus tard, à l'époque de l'Empire romain, on est au 6e siècle, qui, elle, pourrait peut-être être associée à une variante peut-être de ce qu'on va appeler plus tard la peste bubonique. Donc, des épidémies qui tuent beaucoup de personnes rapidement. Il y en a eu quelques-unes, mais c'est sûr que comme on n'a pas d'échantillonnage, on a juste quelques descriptions des symptômes, c'est souvent très difficile, en fait, de dire exactement quelle maladie est responsable de ces épidémies-là. Parce que le mot peste est utilisé à toutes les sauces dans l'histoire. C'est vraiment juste une façon de dire t'es pestiféré, t'es contaminé. Alors, on pourrait donner comme synonyme à peste contamination avec notre vocabulaire d'aujourd'hui, ce qui fait qu'on va utiliser ce mot-là en français pour à peu près n'importe quoi. C'est ça qui fait que c'est difficile de dire est-ce que c'est exactement la même chose, soit les glandes lymphatiques et tout ça qui sont attaquées, qui est vraiment la peste dont on parle pour la peste noire qui va provoquer les fameux bubons. Mais le Moyen-Orient a aussi subi vraiment beaucoup là, les conséquences de la peste. Les Mongols aussi vont en subir des épisodes pas mal dans les mêmes dates d'ailleurs que la grande peste noire. Fait que c'est très généralisé, mais l'Amérique du Nord étant tellement isolée à cette époque-là, n'étant pas encore en contact avec nos petits Européens, ben eux autres s'en sortent, là, mais voilà. L'isolement de certains territoires fait qu'ils n'ont pas connu la peste. On pourrait parler de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'on est capable d'identifier quand est-ce que ça a commencé? Genre le patient zéro. Le patient zéro, non. C'est sûr que pour l'époque, c'est impossible à identifier, mais pour l'instant, parce que ça évolue tout le temps, il y a toujours des nouvelles archives qui sont découvertes ou qui sont lues autrement aussi avec les connaissances qu'on a aujourd'hui dans les banques d'archives qu'on a dans plusieurs bibliothèques et musées présentement. Mais pour l'instant, le plus tôt qu'on va remonter, c'est 1346, puis on va remonter en Crimée. C'est où la Crimée? C'est comme dans l'Europe de l'Est? Oui, t'es dans les Balkans. Oui, c'est le port de Caffa. C'est que t'as vraiment... Bon, on est au 14e siècle, OK? Il y a vraiment un gros commerce entre l'Orient et l'Occident qui se fait par les ports, et ce sont beaucoup les Génois, en fait, qui ont des ports à différents endroits entre l'Occident et, justement, les territoires orientaux pour le fameux commerce des épices. Là, on parle de la muscade, de la cannelle, du clou de girofle qui valent une fortune à l'époque, mais qui servent autant de médicaments, mais surtout pour assaisonner des poissons, parce qu'il y a 150 fêtes religieuses qui demandent à ne pas manger de viande, manger maigre à l'époque. Alors, c'est sûr qu'on mange beaucoup de poissons. Ça explique l'intérêt pour les bancs de morue, d'ailleurs, dans l'Atlantique ici. Mais donc, on a besoin d'épicer ça un petit peu. Ou, tu sais, si t'as un morceau de viande, c'est la fin de l'hiver, t'as plus grand-chose à manger, elle goûte peut-être plus super bon et peut-être légèrement avariée, ben l'épice du clou de girofle, ça peut donner un petit coup de main. Donc, ce commerce-là est un peu responsable de la propagation de la peste vers l'Europe. Alors, une des suspicions, mais elle n'est pas démontrée, ou pour l'instant pas démontrable, c'est que, bon, on est à l'époque où les Mongols commencent à se faire repousser par les Chinois. En fait, les Mongols sont une dynastie chinoise à l'époque, c'est la dynastie Yuan, mais là, les Ming vont commencer à les sortir des territoires de Chine. Et... on sait qu'il y a eu des maladies chez les Mongols à ce moment-là. Il y a des mythes ou légendes où on dit qu'ils jetaient des corps peut-être de pestiférés par-dessus des fortifications et que c'est comme ça qu'il aurait pu y avoir un début de propagation. C'est pas... Ça se prouve pas pour l'instant. Je dirais même que c'est peu probable. Mais j'avais déjà entendu ça aussi, que c'était comme les premières, entre guillemets, là, les armes
premières armes bactériologiques, là, chimiques. premières armes chimiques, Ah oui, chimiques. qu'ils lançaient des cadavres contaminés par-dessus avec des catapultes, puis tout, c'est dégueulasse. Ben, les Mongols, ils ont fait des tours de cadavres assez spectaculaires dans d'autres circonstances, alors c'est sûr que c'est facile de leur mettre ça sur le dos aussi. L'ont-ils fait ou pas, ou étaient-ils conscients de ce qu'était une contagion? C'est là où on a un petit problème du point de vue de l'histoire, parce que ça reste que, même si, oui, du côté de la Chine, ils sont quand même assez avancés en médecine, le côté de la contamination, c'est pas si clair que ça. Les Chinois savaient comment faire des quarantaines pour éviter des fois des propagations, mais de là comprendre la source de l'épidémie, qu'est-ce qui fait que c'est contagieux, donc la source de la contagion, là, ça, c'est différent. Donc, on joue à peu près dans ces secteurs-là, en 1346. Ce qu'on est capable de retracer, c'est qu'on a peut-être des premiers cas dans ce port de Kaffa, en Crimée, qui est administré par des marchands génois, donc des Italiens de Gênes. Et par ce port-là, qui a reçu probablement des marchandises et des gens qui sont allés plus loin en Asie, sur les territoires mongols, la peste se serait répandue dans ce port-là sur les navires, et les navires vont commencer à rentrer dans les ports italiens. Et là, ils arrivent dans l'Europe occidentale, et c'est comme ça que par les ports, la maladie va commencer à se répandre, les gens rentrent chez eux, ou les marchands qui vont chercher leurs marchandises dans les ports sont en contact avec les marins contaminés. Tu sais, ça commence à se répandre beaucoup. Il y a évidemment l'idée qu'il y a des rats, effectivement, qui ont été piqués par ces puces-là, ou qui ont apporté plutôt... En fait, avant, on disait qu'ils avaient été piqués par les puces, mais en fait, c'est qu'ils les transportent. Donc, des rats sur les bateaux transportent les puces qui sont peut-être responsables de la contagion, et ces puces-là vont commencer à piquer des êtres humains. Fait que tu vois, il y a comme plusieurs liens ou sources qui pourraient expliquer la contagion, et c'est peut-être multifactoriel. En fait. Parce que moi, je pensais que c'était les rats qui donnaient la peste. C'est ça. Pendant longtemps, on disait ça, mais en fait, c'est ça, c'est que le rat, il sert de véhicule pour la puce. Mais la puce, comment elle l'a eu, la peste? Quand elle touche quelque chose ou quelqu'un qui est contaminé, puis qu'elle repique quelqu'un d'autre, c'est comme ça qu'elle transmet, en fait, la maladie. Et la maladie, probablement a muté aussi au fil du temps, et là, est devenue plus facilement transmissible chez l'être humain, comme on l'a vécu un peu avec la COVID. Tu sais, c'est un petit peu ce genre de lien-là qui est un peu difficile à saisir. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour le comprendre, mais on joue autour de ça là, pour les modes de propagation. Donc, par les ports, les marins, au départ, se font piquer par les puces transportées par les rats, mais entre eux se transmettent la maladie, arrivent dans les différents ports, sont en contact avec les marchands, avec les prostituées dans les bordels, parce que c'est souvent là où ils vont après. Les prostituées couchent avec plein d'autres marins, et là, tu sais, t'as une réaction en chaîne. Les marchands rentrent dans leur village, rentrent dans les villes, dans les bourgs médiévaux pour vendre les produits qu'ils ont commandés, qui sont arrivés dans les ports, comme les soieries de Chine et des choses comme ça. Et là, ils sont en contact avec plein de gens, puis là, paf, 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 ça y va. Comment ça s'attrape, la peste? Est-ce que c'est par le toucher, par la respiration? Est-ce que ça vit sur les tissus? Comment ça se transmet? De ce qu'on a compris pour celle qui est la bubonique, donc celle dont on va parler à l'époque, c'est vraiment par les fluides. Fait que tu tousses, puis il y a du flegme, là, tu viens de... Fait que ça se transmet par l'air. Fait qu'il suffit que quelqu'un respire, ou il faut comme éternuer, tousser? Il faut qu'il y ait des fluides. Fait que c'est plus tousser, tu sais, t'essuyer le nez, puis une petite gouttelette, puis tu sais, tu serres la main de quelqu'un. Puis tu sais, on n'est pas à l'époque du Purel. Ah, c'est ça, j'allais dire, on n'est pas à l'époque du Purel, là. Personne se lavait les mains, personne... Tu sais, ça se mouchait dans ses doigts. Oh, mon Dieu, ça m'écoeure. Tu sais, il se lavait pas sans les mains quand il manipulait les fruits et les légumes, tu sais, puis c'était... Tu sais, il y a plusieurs possibilités de contagion à partir de ce moment-là, là. Mais tu sais, je suis pas une spécialiste des épidémies, hein, je suis historienne. Fait qu'on s'entend qu'il y a peut-être des choses que je dis, puis il y a des gens qui sont spécialisés, qui sont microbiologistes, qui vont dire « Ouais, mais c'est pas tout à fait comme ça. » J'assume, là, tu sais, je fais ça. On est pour en faire plus l'histoire, mais je ne suis vraiment pas une microbiologiste et je ne suis pas une spécialiste des maladies infectieuses. Mais non, effectivement, ça va. Puis moi non plus, je suis pas médecin, hein, je veux juste le préciser, là, s'il y en a qui se posaient la question. Mais combien de temps on peut porter la peste? Tu sais, parce que j'imagine, il y en a qui peuvent être porteurs sans nécessairement développer des symptômes. Tu sais, c'est pas dès que tu l'as que tu tombes malade? Non, parce que là, on se rend compte, vois-tu, qu'il y a le délai pour que les premiers symptômes apparaissent, c'est à peu près une quinzaine de jours. Ça veut dire que, tu sais, t'as le temps, là, d'avoir fait pas mal de trajets
trajet de t'être mouché, d'avoir toussé, d'avoir fait plein de choses, puis de pas savoir que tu étais malade avant que les symptômes apparents sortent. Parce que là, on va parler de fièvre, on va parler de vomissement, diarrhée, et plus la maladie avance, et que là, vraiment, les glandes lymphatiques, parce que c'est de ça qu'on parle, vont commencer à être attaquées, bien là, il va commencer à y avoir ces fameux bubons qui sont des renflements qui peuvent être noirs. C'est pour ça qu'on va parler de la peste noire, parce que à la fin de la maladie, les gens ont plein de taches noires, mais ils ont aussi des bubons. Le bubon, c'est comme une espèce de boule de pus qui apparaît à la surface du corps puis qui saigne quand ça fend. D'ailleurs, ça donne naissance au Moyen-Âge à un style artistique qui est l'art macabre, où on représente beaucoup la mort parce qu'on est en contact avec elle tout le temps pendant cette époque-là. Je veux dire, on sort les corps dans des charrettes, on jette ça en dehors des murs, des fortifications, et plein d'œuvres d'art qui montrent ça, puis on les brûle parce qu'on comprend qu'il faut brûler les corps parce que ça peut être dangereux. Donc, les gens, souvent, on va avoir un X rouge ou un X noir sur la porte pour dire qu'on a la peste à l'intérieur de la maison, puis souvent, on va mettre un drapeau à l'extérieur ou un mouchoir à l'extérieur de la fenêtre quand il y a un décès pour que les gens qui vont s'occuper de régler ça dans les villes en particulier vont passer, ramasser les corps le soir, vont aller brûler ça à l'extérieur. Tu sais, tu perds non seulement quelqu'un rapidement de cette maladie-là, mais en plus, il n'y a pas, pour les gens de l'époque, il n'y a pas de funérailles, il n'y a pas d'enterrement, il n'y a pas de cimetière, c'est même plus, on parle même pas de fosse commune, ce sont des bûchers à l'extérieur, ça devait sentir là, assez horrible, et on a beaucoup d'œuvres d'art qui illustrent ça, où tu vois les gros feux, puis les gens avec les charrettes qui jettent les corps dans les feux. On parle quand même de au moins 20 millions de personnes dans quelques années, là, fait que tu sais, ça y va, là. J'ai tellement de questions, j'ai tellement... Avant que tu ailles avec tes questions, ce qui est important de mentionner, c'est qu'elle met tout le monde sur un pied d'égalité. Que tu sois un roi, que tu sois un prince, que tu sois un riche marchand ou un paysan, la peste, elle ne choisit pas de classe sociale. Et ça va, je dirais, un peu égaliser les gens face à la mort et face à la maladie à l'époque, parce qu'ils sont tous dans le même bateau, là. On a beaucoup de gens de la noblesse qui vont mourir aussi de la peste, là. Quand ça arrive, là, tu sais, là, les marchands vont un peu partout, on réalise qu'il y a des éclosions un peu partout. Comment ils gèrent ça au début? Tu sais, est-ce qu'ils pensent juste que c'est une maladie qui vient d'ailleurs, on laisse aller? Est-ce que ça prend combien de temps avant qu'ils réalisent que c'est ultra contagieux? C'est qu'ils comprennent pas la contagion. C'est long, ça. Les gens réalisent que là, il y a de plus en plus de gens qui sont malades et qui meurent très rapidement. Les gens, à la fin, sont dans le coma, soit dit en passant. Là. Tu sais, la fièvre et tout ça, le corps est tellement comme attaqué que, bon, les gens meurent, mais se rendent pas compte nécessairement de la mort, je dirais, rendu au point où ils en sont. Là. Et donc, c'est un peu long, tu sais, parce que les médecins comprennent pas. Tu sais, on a des œuvres d'art. D'ailleurs, les gens, ils savent pas les réécrire. Hein. Donc, c'est beaucoup par des œuvres d'art qu'on va essayer d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est. Et là, on a des gens avec des bubons qui sont illustrés pour que les gens comprennent si ça sort ou si... Puis on leur met on a des œuvres d'art où est-ce qu'ils ont un linge humide sur le front pour montrer il y a de la fièvre, il y a des bubons, vous êtes dans le trouble, là, vous fermez votre porte. Parce que s'ils mettent des affiches avec des explications à l'écrit, regarde comment en 2021, en 2019, 2020, 2021, comment... malgré notre supposé taux de littératie, comment les gens lisent quelque chose et ne semblent pas comprendre ce qu'ils lisent, là, tu sais. Fait que l'image, c'était ce qu'il y avait de plus important pour que les gens comprennent les symptômes. Mais tu sais, il y a des œuvres d'art, il y en a une que j'ai toujours en tête, puis il y a un médecin qui a l'air de lancer de la poudre de pimpin en l'air. On est comme, veux-tu me dire qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est la pire époque pour la médecine aussi, tu sais, c'est vraiment... À part des saignées, on fait pas grand-chose qui est vraiment utile. Et très rapidement, ben, les gens se disent, là, c'est pas juste dans un village, c'est pas juste une personne, il y a tellement de monde, tout le monde commence à avoir des gens dans leur famille qui en meurent, peu de gens survivent, mais certaines personnes avaient un système immunitaire assez fort pour passer au travers, c'est une minorité, mais il y a des gens qui ont survécu à ça. Là, on commence à comprendre que ça se répand, on pense que c'est peut-être par l'eau, on se pose la question, est-ce que c'est par l'eau que ça se répand? Est-ce qu'on boit une eau qui serait contaminée? Est-ce qu'on se lave avec une eau qui serait contaminée? Mais c'est sûr que très vite, les gens, en fait, vont se fâcher, parce qu'ils cherchent, comme on l'a vu avec la pandémie, très vite, on a regardé du côté de la Chine, puis on s'est dit, on cherche des coupables dans ce temps-là. On est fâchés, notre vie s'arrête et on cherche des coupables. Donc, c'est vieux comme le monde, comme tu peux voir. Et là, on va aller voir les prêtres dans les églises c'est l'époque aussi, bon, des grandes cathédrales. On vient de finir on est dans les chantiers de construction, la fin des chantiers de construction de plusieurs grosses cathédrales. Les gens ont beaucoup investi dans l'église, mais les gens, en priant sur les reliques, entre autres, avec les indulgences, mais les gens sont très pieux. C'est l'époque où l'église te dit même, ben, tu sais, tu peux pas t'envoyer en l'air par en arrière parce que c'est les animaux qui font ça. Les gens sont quand même assez respectueux de certaines règles. Et là, ils vont aller voir les prêtres, ils vont dire, hey man,
On fait tout, là, ce que vous nous dites, là. Puis on a ça. On confesse nos péchés. Voulez-vous me dire qu'est-ce que Dieu a contre nous? Parce qu'il y a toujours cette idée d'un Dieu vengeur qui est derrière, qui nous fait peur. Et c'est comme ça que là, l'Église est un petit peu dans le trouble parce qu'elle n'a pas de réponse à celle-là. Colère divine sur un aussi grand territoire, autant de gens, il fallait qu'elle soit un petit peu inventive et elle va l'être. Elle va l'être. C'est quoi la raison qu'elle donne? Ben, les Juifs, voyons donc. Le classique. Le classique. C'est comme le go-to. Les Juifs, c'est comme le go-to dans toutes les époques, à tous les moments. Il y a une raison pour ça. C'est parce qu'ils sont riches. Mais c'est pas tant qu'ils sont riches. C'est que dans la religion juive, contrairement à la religion catholique, il n'est pas interdit de faire de l'argent. Et c'est pour ça que ce sont souvent les Juifs dans les villes qui vont avoir les banques. Et donc, c'est plus qu'on leur doit de l'argent avec intérêt parce qu'ils nous ont fait des prêts. Et il y a même des nobles, il y a des prêtres, des évêques qui doivent de l'argent à des Juifs aussi là-dedans. Puis on va faire exactement ce qu'Hitler va faire aussi en se disant, ben, tu sais, si on les accuse, qu'on les brûle, ben, on n'a pas à les repayer. Oui, plus de Juifs, plus de dettes, plus de problèmes. C'est à peu près ça. Alors, vers la fin de la peste, l'Église va commencer à dire, ben, c'est la faute des Juifs et on va faire des exécutions vraiment arbitraires. On va les mettre sur des bûchers, les brûler tout simplement parce qu'ils sont des Juifs. Il y a même des œuvres d'art de l'époque dans ce style un peu, j'appelle enfantin du Moyen-Âge. Il y a vraiment des styles artistiques qui sont un peu simplets. Du point de vue des techniques, où tu sais, il représente avec le gros. Il représente avec un gros nez, évidemment, le classique, tu sais, puis une espèce de bonnet de quelqu'un qui compte l'argent, là, associé souvent aux banquiers. C'est un peu comme ça qu'on les illustre pour dire, regardez, on fait quelque chose, on brûle des Juifs. T'sais. Donc, l'Église a trouvé des coupables, et eux, c'est sûr qu'ils vont pas dire c'est la faute des Juifs parce qu'ils ont des banques. Ils vont dire c'est que les Juifs ne pratiquent pas la religion telle que Dieu le veut, et donc Dieu nous punit parce qu'on a des quartiers juifs dans toutes nos grandes villes en Europe. Puis on les laisse en fait pratiquer leur religion dans des synagogues comme ils le souhaitent. Alors l'Église, c'est un peu allié, je te dirais, une certaine élite politique et économique qui doit de l'argent à certains Juifs. Ça en est un peu sorti de cette façon-là, mais il y a beaucoup de Juifs qui sont morts sur les bûchers à la fin de cette période-là, les années 1350, 51, 52, 53, 54. Là, il ne faisait pas bon être juif en Europe occidentale. Là. Ben, j'ai envie de dire que souvent, il ne fait pas bon être juif en Europe, là, mais en même temps, un coup qu'il n'y a plus de Juifs puis qu'il y a encore la peste, qu'est-ce qu'ils font? Ben, en 1352, ça commence à ralentir. Alors, on a l'impression que ça a fonctionné, que là, Dieu n'est plus fâché. Il y a moins de monde. Donc, il y a eu tellement de morts aussi que là, il y a moins de contacts, il y a moins de gens dans les villes. De toute façon, les gens se sont isolés. On essayait de dire, bon, ben, pour vous en sortir, couvrez-vous la peau d'huile pour être sûr qu'il n'y ait rien qui rentre dans votre peau. Parce qu'on commençait à y aller avec cette idée-là. Là. Il y avait de quoi qui passait par la peau. Est-ce que c'est l'eau? Mais oui, mais c'est ça que je veux savoir. Comment ils traitaient la peste? Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien à faire. Puis les saignées, souvent, achevaient les gens parce qu'ils étaient tellement faibles que, tu sais, si t'es saigné, c'était juste la fin, là. Donc, on couvrait le corps d'huile. Il y en a qui disaient que ça marchait, effectivement, parce que ben, la puce peut avoir de la difficulté à piquer à travers une peau huileuse. Mais dans l'ensemble, tu sais, je veux dire, si ça marche pas. Et là, ben, tu sais, on a peur de l'eau. On va commencer à l'époque où il aurait fallu être très, très propre, se laver, justement, pour éviter les germes, éviter le flegme et tout ce qui est liquide, on va faire l'inverse. Alors, on va vraiment, tu sais, arrêter de se laver. On a peur de l'eau, on va se couvrir le corps avec une couche d'huile pour empêcher que les pores de peau soient exposés à l'air. Et quand ça marche pas, ben, tu sais, il va y avoir, je te dirais, la stratégie, ça me, tu sais, on en a parlé un petit peu quand la pandémie avait commencé, mais on va utiliser une citation en latin qui est « Cito longe tarde », qui est d'ailleurs un titre de roman de Fred Vargas, dont je parle souvent, mais qui est une spécialiste, c'est une médiéviste spécialiste de la peste, mais ce que ça veut dire « Cito longe tarde », ça veut dire « pars vite », va loin et revient tard. Ça veut dire que la solution, s'il y a la peste, même si on ne comprend pas comment il y a une contagion, on comprend qu'on se contamine en étant proche des gens, que ça se transmet d'une personne à une autre. On commence à comprendre ça. Souvent, dans une même famille, il y en a un qui l'a, puis toute la famille meurt en l'espace de 20 jours à peu près. Alors voilà, les gens fuyaient. Ils s'en allaient très loin dans les campagnes parce que là, le paysan médiéval, lui qui vit isolé à la lisière d'une forêt, c'est celui qui a le plus de chances de s'en sortir, qui est un peu autosuffisant, qui a une toute petite ferme sur une seigneurie, généralement, et qui se baigne dans la rivière à tous les jours. Tu sais, lui, étonnamment, a plus de chances de s'en sortir que les gens qui vivent cordés dans les grandes villes, tu sais. Une ville comme Paris, des villes comme Oxford, à l'époque, qui sont les premières grandes, très grandes villes avec vraiment des systèmes de mairie et tout ça, tu sais, je veux dire, c'est là que ça va faire le plus mal, là. Ça va être une catastrophe, là. Lyon, Toulouse, etc. Donc, par vite...
va loin et revient tard. Parce que ça dure et ça va devenir un petit peu le mot d'ordre. Si tu arrives quelque part puis tu commences à voir des drapeaux puis des croix noires ou rouges sur des portes, tu ne rentres pas dans ce village et tu continues ton chemin, mon homme. Parce que c'est le seul moyen de t'en sortir. T'sais, on avait déjà parlé du vampirisme, comment la tuberculose avait donné naissance beaucoup au mythe de vampire. Parce qu'on comprend pas bien en fait, comment d'une personne à une autre on peut se transmettre des maladies comme ça. Donc, on va aller avec des explications qui sont un petit peu surnaturelles ou divines. Et ça va prendre du temps avant qu'on enlève Dieu de cette équation-là quand il va y avoir d'autres pestes. Là. Ça va prendre quasiment le 18e siècle pour enlever ça. Là. Mais avec autant de décès, c'est sûr qu'il doit manquer de tout après. Là. Il doit manquer de main-d'œuvre, il doit manquer de nourriture, il doit manquer de plein de trucs. Je veux dire, si tu perds un tiers de ta population, tu perds ta force aussi. Là. Tu perds une force de travail, mais tu perds surtout des jeunes, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent, qui ne peuvent pas prendre la relève sur les fermes. Fait que c'est sûr que l'impact démographique va se faire sentir pendant un certain temps. Mais je te dirais que les marchés vont se restabiliser après quelques années. Il y a peut-être moins de monde, mais c'est une époque, du point de vue climatique, par contre, où la terre produit bien. Fait que, tu sais, c'est quand même pas une période de sécheresse ou de famine comme, mettons, l'époque de la Révolution française ou autre. Là. Donc ça, c'est quand même pas si mal, mais tu sais, c'est sûr que les impacts, c'est que les gens vont avoir tendance à faire moins de commerce grande échelle. On va commencer à avoir peur, justement, de l'Asie, de tout ce qui transite dans les ports. Autant les Asiatiques et les Arabes vont avoir un peu peur des Occidentaux, mais vice-versa. Tu sais, il commence à y avoir une petite gêne de ce côté-là, parce qu'on se demande qui a transporté ça, qui a amené ça. Ça amène surtout, je te dirais, une dégradation assez spectaculaire de l'hygiène. Je pense que c'est là où le Moyen-Âge, qui est associé à une époque sale, ben ça arrive tard, ça arrive juste avant la Renaissance, en fait, parce qu'avant, il y avait des bains publics dans à peu près toutes les grandes villes, les gens se lavaient, et là, on a peur de l'eau. Et rendu à l'époque de Louis XIV, on a encore peur de l'eau, on a peur des miasmes, donc on a peur de ce qu'on pourrait qualifier de bactéries sans savoir que ça existe, mais qui, de leur point de vue, va passer par les pores de peau. Donc, on a peur de l'air, on a peur de l'eau. Faut pas que ça rentre dans notre corps, cette eau-là qui peut être contaminée. Faut dire qu'à l'époque, dans les villes, l'eau, les cours d'eau qui sont proches des villes, l'eau n'est pas propre à la consommation. Il y a tellement de choses qu'on jette dans l'eau à cette époque-là que souvent l'eau est effectivement pas très bonne. Et c'est comme ça d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand on pense à l'époque, même après d'Élisabeth I, on a des données quand même assez claires qui montrent que même des enfants de 3, 4, 5 ans boivent de la ale. Mais c'est de la bière, mais ça a du 2% d'alcool, c'est à peine fermenté. Mais la fermentation, les gens avaient compris que la fermentation, c'était quelque chose qui, on dirait, nous protégeait des maladies, contrairement à boire de l'eau d'une rivière dans une ville, mais on va préférer boire de la bière. Mais il n'y a pas aussi une pompe en Angleterre qui avait propagé le choléra, puis là, ils s'en étaient rendus compte. Ils ont compris que c'est par l'eau, oui. Mais ça prend du temps avant qu'ils comprennent tous ces liens-là. Donc, après la peste, l'eau et l'air sont considérés comme étant les voies de propagation et ça rentre par les pores de peau. Alors, mieux vaut garder une petite couche de crasse sur la peau que d'être trop propre parce que là, on ouvre un peu la voie aux maladies. Ça, c'est donc là où il va y avoir une forme de dégradation de l'hygiène, je te dirais. Mais c'est sûr que pour l'économie, il y a aussi le fait que là, les villes, les villages se referment sur eux-mêmes. Il y a moins d'échanges et de communication pendant peut-être une décennie au moins, là, où on s'isole beaucoup parce qu'on se dit, bon, ben là, il n'y a plus de peste dans ma ville, je ne ferai pas rentrer des étrangers facilement pour que tout d'un coup, ça revienne, cette affaire-là. Donc, il y a une forme un isolement qui pourtant, alors juste avant, il y avait une grande ouverture, en fait, vers les marchés orientaux et tout ça. Ça vient refermer un peu cette période-là. Mais il y a des familles complètes aussi qui ont dû être décimées, là. Ce qui traumatise un peu les gens, c'est le fait qu'il ne peut pas y avoir de funérailles normales, les gens n'ont pas été enterrés, les gens sont très inquiets pour le salut de leurs proches aussi. Ça, c'est comme une espèce d'angoisse qui perdure. Il y a une petite perte de confiance. Ça avait déjà commencé avec les cathédrales, mais il y a une petite perte de confiance qui va venir aussi envers l'Église par rapport à tout ça. T'sais. Ben voyons donc, oui, c'est les Juifs, mais même si on fait ce que l'Église nous dit, ça arrive, mais Dieu nous fait peur. Mais en fait, c'est ça, je te dis, ça donne naissance aussi à un art de presque apocalyptique. On appelle ça de l'art macabre, mais tu sais, le représenter des squelettes, des œuvres d'art très sombres, les corps d'ailleurs, des gens qui meurent de la peste bubonique, là,
c'est là où on a des œuvres peut-être les plus réalistes de l'époque du Moyen-Âge, c'est dans ce genre de représentation-là où, tu sais, t'as des gens qui sont la peau toute verte avec des bubons ouverts. Oui, quand je vous disais ne pas m'écouter en mangeant lorsqu'on parle de la peste bubonique. Mais le mot bubon est, je pense, un des mots qui m'écœure le plus au monde. Dans ma tête, c'est gros comme un oignon, puis t'as ça dans le cou, puis c'est tout noir, puis ça suinte. Ça me dégueule. Puis ils peuvent pas prendre 2 Advil pour faire passer la douleur, là. Ils ont rien du tout. Mais ça a dû créer aussi des mouvements de panique, là. Quand tu réalises qu'il y a quelqu'un qui a la peste chez vous, tout le monde est condamné automatiquement. On fermait les maisons, c'est ça, les quarantaines. En fait, les origines des quarantaines viennent de là. C'est que quand il y avait la peste dans une maison, tout le monde restait là. Et ceux qui survivaient, après 40 jours, on était pas mal sûr que la maladie était terminée. Bien, ceux qui avaient survécu allaient lentement, mais sûrement pour réintégrer une vie normale. Mais je veux dire, tu as des maisons complètes qui ont été... où tout le monde est décédé. Là. Le père, la mère, les enfants, tout le monde y passait. Puis, je veux dire, les gens se soignaient les uns. Tu sais, il faut aussi imaginer ça. Mettons que tu es la mère de famille, tout le monde est malade et que tu soignes, mais que tu l'attrapes toi aussi, puis tu commences à être malade. À un moment donné, c'est juste... les gens sont juste laissés là. Puis, c'est ça qui est arrivé avec la grippe espagnole dans certains secteurs aussi. C'est qu'à un moment donné, quand tout le monde est là, bien, les gens n'ont plus la force de s'occuper des autres. Tout le monde a la maladie. Donc, tu sais, c'est vraiment dégueu aussi ce qu'on va trouver dans les maisons quand les gens vont rentrer, puis il va falloir vider ça. Ou des fois, on va juste mettre le feu. Hein. Tu sais, ah ouais! Si c'est pas en ville, si c'est pas collé, des fois, dans des campagnes, il y a des maisons qui ont juste été incendiées, tu sais, je veux dire, ça valait pas la peine d'aller plus loin que ça. Là. Et est-ce qu'il y a genre des villes et des villages qui ont été complètement anéantis, rayés de la carte? Oui, c'est sûr qu'on n'a pas toujours des archives complètes, mais oui, il y a des villages où il restera presque plus d'habitants, puis ça va prendre du temps avant que ces villages-là soient repeuplés, là, en fait, c'est souvent dans les archives seigneuriales qu'on va trouver ça, où il y a des portions de seigneurie où il n'y a plus de paysans. Je veux dire, les paysans sont morts. Là, je veux dire, il n'y a plus personne pour entretenir ces terres-là. Ça va prendre du temps avant de retrouver des nouveaux vassaux pour pouvoir cultiver les fiefs. C'est tellement vaste, c'est tellement grand que chaque localité va avoir ses histoires puis ses problèmes. C'est sûr que nous, souvent, on a une tendance à voir plus la France et l'Angleterre, mais pourtant, une des villes qui a vraiment été frappée au début, là, quand la peste arrive de Crimée, tout ça, c'est Prague. La ville de Prague, là, de ce qu'on a dans les archives, ça a vraiment été rapide. Là. En fait, ça a été la ville qui a commencé à alerter qu'il se passait quelque chose de très grave, puis que ça allait à une certaine vitesse. Là. Donc, la ville de Prague, vraiment, fait partie des villes qui ont été très fortement touchées. Londres, vraiment, excusez l'expression, mais manger une volée là, à l'époque. Là. Puis Londres, en fait, va en vivre d'autres, des pestes. Sous les Tudors, on va en avoir encore à l'époque d'Henri VIII, on va avoir quand même une épidémie quand même assez sérieuse à Londres. Parce qu'après, quand ça va arriver, ça va souvent être ciblé dans des villes, parce que là, on comprend maintenant qu'il faut fermer. Quand il arrive quelque chose rendu plus tard, 15e, 16e siècle, à l'époque de la Renaissance, si on commence à avoir des gens qui sont malades de la peste, on ferme les murs de la ville est fermée. Alors, les gens ne peuvent pas en sortir et les gens ne peuvent plus y entrer. Des fois, les denrées vont passer par des portes bien précises, mais les marchands n'entreront pas dans les villes. Comme ça, ça empêche que de Londres, la peste irradie dans une bonne partie de l'Angleterre. Même chose pour la France. Mais Londres est bien documenté sur d'autres, justement, éclosions de la peste, entre autres à l'époque des Tudors. Et ça va être comme ça. En Italie aussi, on a quand même pas mal d'archives des villes italiennes comme Milan et tout ça qui, plus tard, vont vivre d'autres épisodes de la peste qui vont devoir fermer les murs. Napoléon, il y a de ces hommes qui l'ont eu en Égypte, lors de l'expédition en Égypte à la fin du 18e siècle. On est tard. On est tard. C'est ça que j'allais dire. Oui, il y a toujours des éclosions, mais comme on avance dans le temps, on comprend que la quarantaine, c'est la solution. Ça nous a un peu surpris quand est arrivée la pandémie, mais c'était la solution. Je veux dire, il faut que les gens arrêtent d'être en contact. Il faut que les gens arrêtent de la transmettre. Si tu veux commencer à régler le problème, il faut que tu fermes les voies de commerce, il faut que tu fermes les relations entre les gens. Moi, ce que je trouve fou avec la peste, c'est qu'il n'y a pas de remède. Tu sais, à cette époque-là, du moins, c'était vraiment juste on attend puis ça finit par passer, tout simplement. T'as un bon système immunitaire, tu vas survivre. Qui avait un bon système immunitaire dans ce temps-là, pour l'amour du ciel? Personne n'avait un bon système immunitaire. Tu ris, mais il y a toujours des gens qui sont plus forts que d'autres du point de vue de leur santé. Les paysans, souvent, qui cultivaient leurs fruits et légumes, qui mangeaient beaucoup de choux. Tu sais, le fameux chou, là, anti-cancer et autres.
qui est souvent le légume qu'on mange le plus, même dans les périodes plus creuses de l'hiver et tout ça, ben ça reste que c'est des légumes verts. En ville, il y a des gens qui vont des fois en manger beaucoup moins parce que c'est pas produit sur place ou des fois ils sont chers au marché. Donc, je dirais dans les campagnes, souvent, il y en a qui avaient une alimentation assez diversifiée qui faisait quand même en sorte qu'ils avaient peut-être une meilleure santé physique et santé globale aussi. Mais tu sais, avant qu'on comprenne là, vraiment ce que c'est, ça prend le 19e siècle. Il va y avoir deux découvertes majeures, je te dirais, là, au 19e siècle, 1894 et 1898, où on va identifier le bacille de la peste, et c'est là où on va l'identifier, l'associer au rat. Mais plus tard, on va comprendre que le rat, c'est pas le rat qui mord, c'est pas le rat qui est responsable, en fait, c'est la puce qui voyage sur le rat. Le rat est un véhicule, en fait, pour la puce, qui, elle, a déjà piqué un animal ou quelqu'un qui l'a, parce qu'il peut y avoir des souches animalières, très probablement. Et c'est comme ça qu'on commence à comprendre au 19e siècle, mais c'est l'époque où Pasteur vient de commencer à arriver avec... on commence à parler des fameuses bactéries, ces petits ennemis invisibles, tu sais, c'est l'époque où on commence à être conscient de ça, fait qu'on est à la fin du 19e siècle, là. C'est toute une période, là. Puis, est-ce que c'est dans le temps de la peste que les médecins avec les masques de corbeau ont été inventés? Pourquoi ça a été inventé? En fait, c'est que les médecins voulaient pas respirer l'air. Ben, on veut que les médecins survivent. Il fallait pas que les médecins respirent cet air-là qui était vicié. Alors, ces espèces de masques avec, qui ressemblent à un bec d'oiseau, là, ben, dans le fond, c'était pour protéger le nez, protéger la bouche, pour être sûr qu'ils respirent pas ce qui se passait dans la maison. Mais des fois, c'est qu'ils entraient dans des maisons où les gens, là, je veux dire, je m'excuse, mais quand t'es rendu au stade où tout le monde a diarrhée, vomissement, sont dans le coma, où il en reste un ou deux en vie, t'as-tu une idée dans ces maisons-là de l'odeur? C'est pas des toilettes qui flushent. En fait, les gens ne se rendent même plus aux toilettes. Ça va là où c'est. Et les bubons fendent. As-tu une idée des odeurs qu'il y avait dans ces maisons-là? Alors, ils vont mettre du camphre qui arrive d'Indonésie. Ils vont mettre des fines herbes aussi dans ce bec-là pour pouvoir respirer quelque chose qui sent relativement bon pour juste être capable de travailler, parce qu'ils entraient dans des milieux, ma chère, quand ils arrivaient dans des résidences, puis qu'ils pouvaient peut-être sauver une ou deux personnes sur une famille. Toutes les autres étaient mortes ou en train de mourir. Et là, oublie le pot de chambre, oublie ça, les gens faisaient juste se vider sur place puis tombaient dans le coma, là. C'est assez dégueu. Puis je veux dire, t'es dans des univers qui sont pas si aérés que ça. Les fenêtres, souvent, bon, on en a des petites, mais pas des trop grandes, parce qu'on n'utilise pas vraiment le verre encore beaucoup pour les fenêtres. Fait que, tu sais, tout dépend où on habite. En tout cas, tu sais, il n'y a pas de circulation d'air tant que ça non plus dans les maisons. Fait que c'est quelque chose, là. Ouais, tu peux pas juste craquer une allumette puis l'odeur s'en va, là. Mais comment ils faisaient pour les guérir? Pourquoi ils allaient là si tout le monde était condamné? Moi, c'est ça que je comprends. C'est ça qui me rentre pas dans la tête. Ils veulent comprendre la maladie. Le médecin, c'est une démarche scientifique. Puis la démarche scientifique, elle est empirique. Fait qu'ils essaient des choses. Les gens sont en train de mourir de toute façon. Fait que quand il y en a un qui est encore en vie, ben des fois, ils vont essayer des techniques. Ils vont se rendre compte que les saignées, c'est pas bon, ça achève les gens. Mais est-ce qu'il y a des plantes? Est-ce qu'il y a des sirops qu'on peut faire qui peuvent aider, en fait, à quelqu'un à passer au travers? Parce qu'on avait quand même quelques médicaments pour les fièvres et tout ça. Donc, on va au moins essayer ça. Puis effectivement, des fois, il y a des enfants, en particulier, qui avaient des systèmes immunitaires un peu plus forts qui ont survécu. Donc, le rôle du médecin, c'est d'essayer de sauver les vies qui peuvent sauver aussi. Mais c'est sûr que dans les faits, il n'y avait pas de médicaments qui étaient fonctionnels. Je veux dire, les gens ont commencé à penser que les anges lançaient des flèches empoisonnées du ciel, puis que, tu sais, on les sentait pas, puis ils étaient invisibles. Tu sais, je veux dire, quand on entre dans une espèce de psychose collective, parce qu'on comprend pas la science à l'époque, ben, tu sais, il faut trouver des explications, et les explications étaient très surnaturelles, là. Fait que les gens, à un moment donné, abdiquaient. Si les dieux, si le divin intervient, je suis qui, moi, comme être humain, pour avoir quelque impact que ce soit, si Dieu se fâche contre moi, là. Il y a tout ça en même temps, là. Fait que c'est quand même assez particulier. Mais tu sais, c'est ça. Oui, faut vraiment penser que c'était très odoriférant comme époque. Et pas dans le bon sens du terme. Parce que les charniers à l'extérieur des murs des bourgs, là, brûler autant de corps, là, je veux dire, passer à côté d'un incinérateur juste pour animaux, vous allez comme faire ouh. Mais là, imaginez quand c'est des corps humains comme ça qui brûlent en grande quantité, c'est quelque chose. Qui se chargeait d'être fossoyeur? Puis personne devait vouloir toucher au corps, là? Il y a personne qui voulait que ça s'empile dans les villes pour continuer de propager. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'enfermer dans leur maison et qui sortiront plus de là tant que la crise ne sera pas passée. Mais c'est sûr que dans toutes les grandes villes, il y a des gens qui, le soir, ben, vont se sacrifier puis qui vont le faire, je veux dire, parce que sinon, ça va juste s'empiler dans les villes, ça va juste être invivable. À un moment donné, comme un bon sens
de l'être humain de se dire, ben on peut pas laisser autant de corps là, ça n'a juste pas de bon sens. Puis en même temps, on est à l'époque où le corps est quand même vu comme quelque chose de sacré. On pratique pas d'autopsie à l'époque, l'Église ne veut pas. Fait que, au début, on enterrait dans des fosses communes. On se disait au minimum, ils sont enterrés, mais là, à un moment donné, on brûle les vêtements, toutes les kits. On brûle tout ça. Il faut purifier les espaces. Mais c'est sûr que les gens avaient peut-être, je te dirais, même si, bon, ces gens-là du peuple n'ont pas laissé beaucoup de témoignages, ils n'écrivaient pas, donc c'est ça, ils sont absents de l'histoire aussi d'une certaine façon, donc on interprète beaucoup, mais c'est sûr que ces gens-là devaient avoir l'impression, quelque part, de pouvoir racheter une partie de leur salut. Quand tu survivais de la peste, comment t'étais perçu par les autres? Comme quelqu'un qui était presque divin ou même sanctifié, ça veut dire que tu avais été épargné par Dieu, donc tu avais dû faire quelque chose de bon. C'est pour ça que quand les enfants survivaient, on était moins surpris. L'enfant n'a pas le temps d'accumuler des péchés, donc on était souvent très même si on était habitué à la mortalité infantile, quand autant d'enfants vont mourir, tu sais, il y a ça aussi, tu sais, je veux dire, c'est des deuils de mères qui ont perdu tous leurs enfants, tu sais, je veux dire, qui peut-être dans d'autres circonstances auraient atteint l'âge adulte, parce qu'il y a toujours, c'est l'époque où il y a toujours un taux de mortalité infantile, parce qu'il y a plein de maladies qu'on n'arrive pas à soigner. Donc, entre autres, les enfants qui survivaient à ça dans des villages étaient vus un petit peu comme des petits anges, là, tu sais, qui avaient réussi à passer par-dessus la peste. Donc, il y a comme un côté un petit peu sain autour de ces gens-là, au point où on va vouloir les toucher, ou qui nous touche plus tard, quand il va être plus vieux, mais tu sais, dans un village, hey, ça, c'est... Il a survécu à la peste, lui! Donc, Dieu l'a épargné! Est-ce que c'est ça un peu l'idée? Dieu t'a épargné, toi, pourquoi? Alors que ton frère est mort, ta mère est morte, ton père est mort, tu t'es retrouvé orphelin. Il y a ça aussi, il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent orphelins. Les orphelinats, les couvents et tout ça vont déborder là, d'enfants qui n'ont plus de parents parce que c'est une autre conséquence aussi. Avec chaque tragédie, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps des gens qui en profitent aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont tiré profit de la peste, mis à part l'Église, là? Oui, les charlatans qui vont essayer de vendre de la... Parce qu'à chaque fois... Ça, c'est tout le temps dans l'histoire. On peut remonter dans l'Antiquité, quand les gens étaient polythéistes. Ça n'a pas de lien nécessaire avec la religion catholique, mais quand les gens ont l'impression que les autorités religieuses ou les cultes publics ne marchent pas, on devient très individualiste. Ça veut dire qu'on va se sauver nous en premier. Et ça donne toujours naissance à quelque chose qu'on appelle la magie. La magie, qu'est-ce que c'est? Si on la définit, c'est d'essayer d'avoir une incidence sur le cours des événements pour soi, d'interférer, en fait, dans le destin, si tu me permets cette expression-là. Alors, il y a des charlatans, effectivement, qui vont vendre des espèces de poudres de médicaments supposément miracles, le mumia qui vient des momies et tout ça, tu sais, tout circule pour essayer de donner aux gens des chances de survivre à la peste ou si jamais tu es en contact avec quelqu'un que la peste prend si. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'argent sur la peur. On va dire, mais ça, si tu prends ça, ils vont dire, ouais, là, c'est quoi? C'est écrit bave de crapaud et autres. Faut pas que c'est l'époque de la sorcellerie aussi, là. Tu sais, on entre un peu dans la même lignée. Mais on va dire, oui, mais tu sais, justement, c'est ça qui fait que ça a un effet magique. La magie, ça protège. C'est des talismans. Tu sais, c'est des choses comme ça. On va vouloir le faire, mais pour soi. Plutôt que de commencer à aller à l'église et de prier pour le salut de tout le monde. Fuck it. Dieu nous protège pas. Les prêtres nous protègent pas. On va se débrouiller tout seul. Fait que, tu sais, les gens vont devenir un peu plus individualistes là-dessus. Donc, il y a beaucoup de charlatanisme, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter sur la peste? J'ai l'impression qu'on a touché un peu à tout, mais qu'il y a encore 1000 choses à dire. Bien, il y a toujours 1000 choses à dire quand tu commences à y aller localement, mais c'est sûr que, là, à un moment donné, ça vient très ciblé. Et ce que je dirais aux gens, c'est d'aller voir les œuvres d'art médiévales en lien avec la peste. D'avoir ce visuel, comment les gens vont représenter la mort, parce que contrairement à nous, parce que si on peut faire un parallèle, la mort ne sera plus un tabou. Elle fait tellement partie de la vie, on l'a tellement côtoyée de manière violente qu'elle est partout et elle est dans l'art. Et c'est pour ça que l'art macabre, pour moi, c'est l'héritage de la peste. Mais c'est là où on va délaisser peut-être l'art religieux pour aller vers des scènes qui sont très graphiques et très réalistes, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'art médiéval, où des fois, c'est un art qui est un peu naïf. Tu sais, quand tu regardes des pièces de monnaie de rois de France, contrairement à des empereurs romains, tu fais comme, eh boy, il y a une technique de relief qui s'est perdue entre les deux. Néron est super bien représenté, c'est un vrai visage en 2D, tu sais, puis là, tu regardes les pièces de monnaie, tu sais, des papes, puis des rois, puis tu dis, même Evelyne, qui sait pas dessiner un bonhomme allumette, arriverait à peu près au même résultat si elle gravait une pièce de monnaie. Mais là, tu vois, on va vraiment vouloir, parce qu'on a eu cette volonté d'éduquer les gens par l'image, parce que les gens ne savaient pas lire et écrire, il fallait être le plus précis possible. Donc, il y a eu une volonté aussi de réalisme, je te dirais, par rapport à ça. Mais parce qu'il fallait
comment dire, exorciser ces démons-là, ben l'art a servi de véhicule aussi pour ça. Donc, je dirais l'art macabre, pour moi, je trouve que c'est une période artistique, un style artistique qui est fascinant en lien avec la peste. Ça vaut la peine d'aller voir. Parfait, on va faire nos devoirs, on va aller regarder ça. Evelyne, merci énormément de nous avoir partagé ton dégoûtant savoir. Tu l'as eu, ta chronique sur la peste. Est-ce que tu es satisfaite? Tellement, j'adore ça parce qu'à chaque fois qu'on fait un épisode, c'est comme si j'avais accès à un cours privé que je peux intervenir à chaque fois. Je trouve ça génial. J'adore que tu sois mon amie. J'adore que tu sois mon ami aussi, mais les questions sont pertinentes. Voilà, tu sais, c'est des bonnes questions. Tu sais, t'es bon élève quand tu fais ça, mais c'est des questions qui sont, comment dire, les gens s'en posent tellement sur la peste parce que ça a été tellement représenté à l'écran, tu sais, de tellement de façons différentes. Il y a certains films qui sont plus, ou des séries qui vont le faire de manière plus réaliste que d'autres, mais c'est sûr que, comment dire, c'est comme toujours épisodique. Ça aide pas à comprendre, en fait, l'univers au complet. Mais comme je te dis, même nous, on a de la difficulté encore à saisir c'est vraiment parti d'où, tu sais. Peut-être que dans 2-3 ans, l'histoire de la peste ou des débuts de la peste va être différente, tu sais, parce qu'on va peut-être en trouver une archive intéressante dans le monde arabe qui nous raconte quelque chose qu'on savait pas. C'est en constante évolution, là. Tu sais, les livres qui ont été écrits sur la peste dans les années 90 sont vraiment plus à jour si on compare à toutes les recherches qui ont été faites, puis si on compare à des livres qui ont été publiés dans les années 2000, là. C'est incroyable comment ça continue d'évoluer tout le temps. C'est fou, là! Mais écoute, Evelyne, merci énormément. Fait plaisir! Merci à vous à la maison de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast. Bye!